France 24 et La Première présente... Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une, cette semaine, le mystère du Ravenel pourrait bien être résolu. Une épave a été retrouvée au large de Saint-Pierre et Miquelon. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Mais d'abord, après le braquage de 2 sites aurifères dans l'ouest guyanais, les employés et le gérant témoignent. Des assaillants armés les ont surpris en plein travail mercredi. Ils ont dérobé l'équivalent de 60 000 € de butin avant de disparaître dans la nature. C'est le 5e braquage de ce type sur un site d'orpaillage légal cette année. Nora Nonnet avec nos équipes de Guyane Première. Menacés de mort et séquestrés, plusieurs employés de ce site minier aurifère ont été pris en otage mercredi par des hommes lourdement armés. Il y a 3 avec le mitraillette et il y a 3 avec les fusils automatiques. Après, ils nous mettent tous par terre, allongés par terre comme ça. Alertés par les caméras, certains miniers ont tenté de fuir en vain, comme Ilan, pris au piège. On a essayé de prendre le véhicule et de partir en direction de Saint-Laurent, mais ils nous ont croisés en chemin et ils nous ont bloqué la route. Et c'est en arrivant qu'ils étaient 6 à pointer leur arme sur nous. Et quand ils ont vu que l'or se trouvait là-bas, ils nous ont fait nettoyer l'or et récupérer. Les braquages de mines d'or sont courants près de Saint-Laurent-du-Maroni, entre 10 et 15 par an. Alors les sites sont équipés d'importants dispositifs de vidéosurveillance. C'est grâce à ça qu'on a pu donner l'alerte et grâce à ça qu'on a pu recueillir des images. Ils ont vidé nos frigos, ils ont rempli des sacs de nourriture, de riz, de congelés, tout ça. Ensuite, ils ont pris nos véhicules, ils ont pris un responsable en otage et ils sont partis avec sur l'autre site pour pouvoir braquer notre mine qui était en production. Le butin est estimé à près de 60 000 € d'or. L'enquête pour identifier les auteurs est en cours. Cette triste découverte en Nouvelle-Calédonie des milliers de poissons morts flottant à la surface de l'eau sur le littoral de la tribu de Wao, une scène impressionnante. Les premiers prélèvements ont été effectués mardi. Les résultats sont attendus d'ici le début de semaine prochaine. Cela pourrait marquer l'épilogue de plus de 60 années de mystère. Une épave d'un chalutier a été découverte au sud de Saint-Pierre et Miquelon par des équipes du CNRS en mission depuis le mois de mai dans l'archipel. Elle pourrait correspondre au Ravenel, disparu en mer le 28 janvier 1962. Léla Derouet avec Jérôme Anger. Le Jarreau 2 rentre du sud-est de Saint-Pierre. À son bord, peut-être la réponse à une énigme vieille de 63 ans. On a quelque chose de sérieux, très sérieux. Ce qu'on peut dire de cette épave-là, c'est qu'elle a beaucoup de similitudes avec le Ravenel. Donc, longueur de l'épave entre 30 et 35 mètres, largeur entre 7 et 8 mètres. La certitude qu'on a aussi que c'était un chalutier classique. Le chalutier a disparu le 28 janvier 1962 avec 15 hommes à son bord. Depuis, toutes les recherches sont restées vaines. Aujourd'hui, les moyens techniques du CNRS présents sur le territoire pour une toute autre mission permettent au capitaine Beaupertuis de confirmer une intuition vieille de plusieurs années. L'équipe scanne la zone à l'aide de drones autonomes sous-marins pour enregistrer les premières images. L'heure est à l'analyse des premières photos. On voit la forme de la timonerie qui passe par-dessus les treuils. On voit l'escalier qui monte. Oui, voilà. Ça, c'est l'escalier. Oui. Des images enregistrées à plus de 120 mètres de profondeur, à environ 6000 nautiques des côtes de Saint-Pierre. Malgré le caractère imprévu de cette découverte, tous autour de la table ont conscience des enjeux. On voit bien qu'il y a plein d'émotions là-dedans, plein un passé assez prenant avec de l'affectif à tous les étages, sans mauvais jeu de mots. Bon, et donc notre groupe là est à la fois, enfin il y a un sentiment paradoxal à la fois dans la joie et dans la retenue parce que c'est pas forcément, il n'y a pas de quoi exploser de joie quand on découvre une épave chargée d'histoire comme celle-là.
Pour l'heure, l'identification n'est pas encore formelle. Pour le capitaine, la suite appartient au pouvoir public avec une nécessité de poursuivre les recherches, un véritable devoir de mémoire. On s'intéresse au dossier de la pêche clandestine, un phénomène qui affecte particulièrement la Guyane. Depuis le début des années 2000, les illégaux venus des pays voisins pillent les eaux, pêchant notamment des espèces emblématiques menacées. Des moyens de lutte ont été déployés, mais restent insuffisants. Le dossier de l'hebdo est signé Laurent Marot, Abel Parnasse et Franck Fernandez. Ils sont nombreux dans les eaux guyanaises. Ce jour-là, le WWF recense 103 navires de pêche illégale venus du Brésil, du Suriname et du Guyana. Après 25 ans de pillage, le seuil d'alerte est dépassé. C'est maintenant aussi une question de souveraineté territoriale, de souveraineté alimentaire, puisque c'est l'ensemble de la biodiversité marine qui risque de s'effondrer sous nos yeux. Certains mois, les pêcheurs guyanais peinent à alimenter le marché local. Dans la cale de ce bateau, plus d'1 tonne de poissons. Plutôt une bonne campagne après des mois de disette. Au-delà des aléas climatiques, la pêche locale doit composer avec les clandestins. 5 jours entourés de navires illégaux. De ce qui est fait, les bateaux, ils n'ont plus de carburant, ils n'ont plus rien. Ils rentrent avec 100 kilos de poissons, avec 200 kilos. Et là, on ne rentre pas dans notre coût. Les illégaux pêchent 3 à 4 fois plus de poissons que la filière locale, selon une étude scientifique de 2024. Les clandestins visent surtout la coupa rouge, dont la vessie natatoire est vendue plusieurs centaines d'euros le kilo en Asie. L'espèce est menacée. Grâce à ces données sur la pêche illégale qu'on a pu introduire dans nos analyses, là on voit qu'il y a des conséquences et que la pêche est trop forte, elle ne sera pas durable et les stocks d'acoupa rouge notamment vont décliner à l'avenir si on continue avec ces niveaux de pêche illégale étrangère. Sous la pression des acteurs locaux, l'État a renforcé la lutte contre les bateaux clandestins. 4 fois par an, des commandos viennent en Guyane mener des opérations musclées, ici à l'abordage d'une tapouille brésilienne. L'an dernier, les autorités ont saisi 27 navires, 218 tonnes de poissons et 239 km de filets. Sur le port du Larivot, voilà ce qui reste d'un navire saisi puis détruit. Les mesures de l'État restent insuffisantes, dénonce le président du comité régional des pêches. Il faut réellement déployer des moyens conséquents aujourd'hui pour éradiquer la pêche illégale. Je répète, éradiquer et pas contenir. Et pour ça, l'astuce est là, les techniques sont là, déployer des bateaux aux frontières. Car sur les frontières, point d'entrée des clandestins, il n'y a pas de gros moyens d'intervention permanents ni de radar maritime. Les bases navales sont loin de là, à Remire-Montjoly et à Kourou, là où se trouve le centre spatial. Du côté de l'État, on annonce l'arrivée prochaine d'une embarcation légère dans l'Ouest. Pour le reste, la France se tourne vers l'Europe. On est dans une situation très particulière où, en fait, la forte flotte étrangère brésilienne et une forte flotte étrangère surinamaise sur le territoire. En l'occurrence, il faut effectivement que les moyens de contrôle européens, de l'agence de contrôle européenne, puissent intervenir sur le territoire. Depuis l'an dernier, le Suriname est visé par une procédure de l'Union européenne. Il est audité sur ses contrôles de la pêche illégale. En fonction des résultats, le pays risque une interdiction d'exporter ses produits de la mer vers le marché européen. En Nouvelle-Calédonie, le mouvement des jeunes de l'IFU s'initie aux arts manuels chaque mercredi. Il s'agit en fait de rencontres ludiques pour occuper les plus jeunes et permettre aux mamans de la commune de transmettre leur savoir. Au programme tressage, teinture et couture, Marie-Gwenaëlle Goé et René Mollet y ont assisté. Ambiance pédagogique pour Bernard, un habitué de ces après-midi. Il est à l'affût de nouvelles compétences entre tressage et teinture. Je trouve que c'est bien, ça m'évite de traîner bêtement sur la route parce qu'il y en a beaucoup de jeunes maintenant là, qui sont là sur la route alors qu'ils peuvent être là à apprendre beaucoup de choses. Chaque semaine, des mamans des tribus viennent partager leur savoir-faire, des moments appréciables et d'une grande utilité. C'est le cas, tu m'apprends après à faire les bordures, à couper sur les côtés pour mettre l'élastique. Ça occupe un peu la jeunesse justement d'éviter un peu l'alcool, le cannabis et puis le fait d'organiser des petits événements comme aujourd'hui. Échanger, transmettre, tout le monde y trouve son compte, comme cette couturière qui débute sa carrière.
c'est pour nos jeunes plus tard, quand si jamais ils n'arrivent pas à trouver quelque chose, au moins ils peuvent, avec leurs mains, avec leur savoir-faire, surtout de ce qu'on leur montre maintenant, ils peuvent après par la suite travailler pour eux-mêmes, quoi. Comme ça, les jeunes présenteront leur confection lors d'une vente qu'ils organiseront en juillet prochain à la tribu de l'Ouéchila. D'ici là, d'autres pourront s'abonner tous les mercredis. Enfin, il a laissé son empreinte sur des sacs, des bacs et puis des bus aussi. Aujourd'hui, Charlie Lesquelin écrit en peinture sur des murs pour dire son amour de la Réunion. L'artiste a réalisé des fresques mesurant chacune 12 mètres de large pour 8 mètres de hauteur. Loïs Mussard et Olivier Murat nous font voir. Maître Lesquelin, sur sa nacelle perchée, tenait en main un pinceau. Avec talent, ses touches de couleur donnent forme à des personnages, à des paysages. Ici, ni fromage ni flagornerie, le travail de Charlie consiste à raconter des histoires de vie en grand format. Moi, comme j'arrive sur le mur, c'est un one-shot. Mes personnages sont dans ma tête, et il laisse à autres, il faut une cambrure, il faut des épaules plus haut que l'autre, il faut... Tout le monde, tout des fois, toute une affaire un peu en travers, elle n'est pas figée, elle n'est pas neuve. C'est de l'amour en fait, il faut envoyer de l'amour et de la couleur aux gens, de la poésie, apaiser un peu tout ce bonne tension, violence, etc. Donc apparemment il marche parce que c'est ce que les gars devant la boutique, ils regardent l'art. Ils disent, oh, il n'est pas banal, il n'est pas tous les jours. Et bien là, si, c'est tous les jours. Là, maintenant, c'est tous les jours. Fidèle à ses valeurs, à la culture créole, Charlie Lesquelin a réalisé ces 2 fresques sur les murs des immeubles de la Soudégis, dans le quartier de la Châtoire au Tampon, pour rappeler l'attachement des habitants à leurs racines, pour faire honneur à nos anciens et à notre musique. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et retrouver toute l'actualité des Outre-mer, direction france24.com et la première.fr. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur France 24.